Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct à l'ESMO. L'ESMO, c'est le congrès européen de cancérologie qui se tient chaque année dans des pays différents et nous sommes en direct de Munich. C'est le deuxième congrès au niveau mondial en termes de fréquentation dans cette spécialité, juste derrière l'ASCO, le congrès américain. Le studio des JDF, vous pouvez le constater, est au cœur de ce congrès pour une émission exceptionnelle que nous avons intitulée « Le cancer, une maladie chronique, pas comme les autres ». Alors, maladie chronique parce que c'est un fait, les taux de rémission sont de plus en plus importants. Rémission ne veut pas dire guérison, vous le savez tous, mais maladie sous surveillance, plus ou moins importante, plus ou moins prégnante, donc une vraie maladie chronique. Rémission parce qu'aucun autre domaine thérapeutique ne publie de communiqué de victoire aussi important. Nous le constaterons encore une fois avec nos invités, des informations importantes qui concernent des centaines de milliers de vos patients. Enfin, maladie chronique pas comme les autres, parce que être atteint d'un cancer, c'est subir au quotidien une double peine physique, intime et financière. Par exemple, essayer de demander un prêt lorsque l'on est un rescapé du cancer. Émission aussi à caractère très lyonnais, avec nos invités de ce JDF qui illustre une autre caractéristique de la cancérologie française, son excellence régionale. Le cancer, une maladie qui ne connaît pas de prise en charge à deux vitesses, pas sûr. On verra ça avec nos invités. Le professeur Gilles Freyer, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'Institut de cancérologie aux Hospices civils de Lyon. Qui n'est pas un hospice de vieillards. Bien sûr, mais tout le monde le savait, il n'y a que moi qui pouvais demander ce genre de précision. Ensuite, Pierre-Jean Souquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'onco-pneumo aux Hospices civils de Lyon. Et vous êtes aussi le président de l'IFCT, qui est l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique. C'est aussi notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire, le groupe Vive. Alors, nous retrouvons à Munich, puisque s'est déplacé le docteur Nicolas Leblanc, qui est médecin de santé publique. Bonjour Nicolas. Alors, il faut venir dans un congrès comme ça pour se persuader de son gigantisme? Bonjour Jean-François, bonjour Pierre-Jean Souquet, bonjour Gilles Freyer. Écoutez, moi j'ai été surpris par le nombre de communications qui sont annoncées pour ce type de congrès. On s'aperçoit vraiment, on touche du doigt là, en se promenant dans les différentes allées de progrès des connaissances et de ces communications. Mais taille des salles, nombre de gens, c'est colossal. Alors la première question que je vais vous poser, Gilles Freyer, comment on fait dans votre spécialité pour rien rater? C'est impossible. C'est impossible. Mais on peut dire que grâce à et c'est pas pour flatter, mais grâce à des gens comme vous, grâce à tout un tas de gens qui travaillent sur ce congrès, il y a une chose inédite, je dirais, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est la mise à disposition des ressources pédagogiques. Ce qui signifie qu'à la limite, on ne vient pas au congrès, mais il peut arriver qu'on ait un empêchement, on reste devant son ordinateur et on a vraiment un overview extraordinaire de ce qui se passe. L'intérêt du congrès, c'est aussi cet intérêt d'échange avec toute la communauté internationale qu'on peut rencontrer, et c'est la prise en direct. C'est ça qu'on ne peut pas changer, parce qu'on pourrait vous dire, après tout, on va tout vous envoyer par Internet, vous restez chez vous, ça sera moins pénible, ça va être la 20e fois que vous venez à Munich, vous ne venez pas pour l'Oktoberfest, vous venez parce que... Pas trop. Non, mais justement, c'est dire simplement que le voyage n'est pas forcément le but, comme certains voudraient le faire croire. Non, mais c'est un point très important. Je pense qu'il y a une sociologie de la recherche et que rencontrer les gens et surtout faire ici un certain nombre de réunions sur des protocoles de recherche avec des gens qu'on ne peut pas rencontrer en d'autres occasions, qui sont des Américains, des Anglais, des Allemands, etc., c'est absolument inappréciable. On ne pourra jamais supprimer cette sociologie de la recherche, faute de quoi on supprimerait la recherche elle-même. Pierre-Jean Souquet, même exercice, mais j'irai même plus loin. On a compris que chacun dans votre spécialité, vous arrivez quand même à vous en sortir. Mais par exemple, vous occupez de poumons, comment vous pouvez être au courant de ce qui se passe dans le sein? Mais dans les congrès, il y a les présentations, mais il y a aussi effectivement tout ce qui se passe à côté. On a des réunions entre collègues de tous les pays et on apprend. Et puis un élément de plus en plus important, c'est Twitter, parce qu'il suffit d'être abonné. Ah oui, il suffit d'être abonné à 5 ou 7 personnes qui ont énormément de ressources, énormément de temps pour lire la littérature, et ils nous fournissent des résumés, les courbes qu'il faut. Et on a la chance en pneumologie d'avoir 2-3 personnes impressionnantes qui tweetent plusieurs fois par jour les données. Et vous avez des followers tous? Non? Moi, non. Je ne suis pas sur Twitter. Je ne tweete pas, mais je regarde. Il y a des super tweeters qui sont des médecins. Ah, tout à fait. Alors, on va faire la première partie, Révolution thérapeutique en marche. Ça, c'est pas difficile. Depuis 3, 4, 5 ans dans les congrès, avec l'onco-immuno, on en est là. On va faire quand même un exercice très simple, chacun dans votre spécialité. Qu'est-ce qu'on ne savait pas il y a 5 ans et qui aujourd'hui sont de vraies découvertes? On va commencer avec vous sur le sein.
5 ans, ça me paraît un peu court. On va dire 10 ans. Oui. La longueur des études de médecine. Il y aurait 10 ans. Bah, c'est deux choses, je dirais, principalement. Le démembrement moléculaire des tumeurs. On s'est rendu compte qu'on allait très au-delà de l'organe et qu'en gros, finalement, un cancer du poumon et un cancer du sein, comme je peux être amené à en traiter, pouvaient parfois davantage se ressembler que 2 cancers du poumon entre eux. Et que donc, il y a une transversalité de la prise en charge thérapeutique. Et des gens comme Pierre-Jean Souquet, qui est un spécialiste un peu vertical, c'est-à-dire qui va faire la fibroscopie bronchique et jusqu'aux traitements médicaux, et moi, mais qui ne fait que du thoracique. Et moi qui suis un oncologue médical, c'est-à-dire qui ne ferait jamais ni une fibroscopie ni une biopsie, mais qui va traiter plusieurs types de cancers, il y a une complémentarité absolument évidente. Et puis deuxième élément, c'est qu'on ne savait pas qu'on pouvait vraiment cibler le système immunitaire. On essaye de le faire depuis 30 ans, on a largement échoué. Et là, enfin, on commence à entrer dans le dur de ce qui est possible. Et qu'est-ce que ça a changé pour les malades depuis 10 ans ? Il y a plein de domaines dans lesquels on peut dire que davantage de malades guérissent. Ils guérissent aussi grâce à la bonne qualité du système de santé, c'est extrêmement important. Il y a aussi une évolution vers de plus en plus de maladies chroniques, mais je pense qu'on en reparlera. Et on est passé vraiment, des gens de notre âge, Pierre-Jean et moi-même, on est passé d'une ère qu'on a connue quand on était jeune, qui était la fin de la chimiothérapie un peu désespérante, à un moment d'espoir. Et on redécouvre un champ de la thérapeutique qui va nous occuper 20 ans. Là. Cela dit, on a vu le cancer du sein, ça fait des années que vous êtes la star des congrès, parce que ça progresse vite, il y a des si, mais il y avait quand même les derniers de la classe qui étaient quand même les cancers du poumon. C'est vrai, diagnostic effroyable. Là, vous relevez la tête, quand même, sérieusement. Et on est devenus les premiers de la classe. Voilà, c'est ça, justement, expliquez-nous. Alors depuis 10 ans, effectivement, on a vécu heureusement 3 révolutions. La première, c'est la découverte de toutes ces altérations moléculaires, avec la mise à disposition, grâce au laboratoire, de molécules de plus en plus innovantes, en général des comprimés que les patients prennent à la maison, avec peu ou pas beaucoup d'effets secondaires, et qui ont complètement révolutionné le pronostic. On l'avait vu venir, ces altérations moléculaires, le dépistage du cancer du poumon, qui est une confirmation qu'on attendait, et puis l'immunothérapie, qu'on n'avait absolument pas vu venir, parce qu'on avait tellement de dizaines d'études négatives, et quand l'immunothérapie est arrivée, on n'y croyait pas, et là, c'est un tsunami. Maintenant, on va faire l'immunothérapie à tout le monde. Oui, mais alors maintenant, on va aussi donner des chiffres, parce que, comme disait Nicolas, ça se traduit comment auprès des patients ? Autrefois, quand on avait un cancer, alors on va dire, puisqu'on est entre public de médecins, il y a les non à petites cellules et à petites cellules. Hein. On parle là plutôt des non à petites cellules. Il y a un essai qui est venu positif dans les petites cellules. Ouais. C'est le premier progrès depuis 30 ans. Là, ça, c'est les petites cellules. Et dans les non petites cellules, on avait... Mais quand vous dites progrès, c'est combien des chiffres les progrès, c'est qu'on a maintenant des patients, même à des stades métastatiques, qu'on arrive à traiter pendant 2 ans et qu'on met en rémission et qui ne rechutent pas. On a nos premiers patients qui ont été traités par immunothérapie, qui avaient des cancers du poumon métastatiques et qui sont en vie à 4 ans après l'arrêt de l'immunothérapie. Ça, c'est la petite cellule. Les non à petites cellules. Non, les non à petites cellules. Oui. On a des patients métastatiques qui sont guéris grâce à l'immunothérapie. On en avait tous avant, mais c'était des choses un peu extraordinaires, qui étaient presque du miracle. On retournait dans les anatomopathologies pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé dans le diagnostic, tandis que là, maintenant, on a vraiment des patients qui vont s'en sortir avec l'immunothérapie. Alors malheureusement, c'est un encore faible nombre de patients, mais c'est une révolution intellectuelle pour nous. Et le dépistage là-dedans, est-ce qu'il a aussi progressé ces 10 dernières années ? Est-ce qu'on a des outils ? Est-ce qu'on a mis en place des programmes de dépistage qui rendent les choses plus efficaces encore ? On est malheureusement très en retard en France. On sait il y a 5 ans qu'il y avait une étude américaine, et donc il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont suivi cette étude pour que le dépistage par scanner annuel chez les fumeurs puisse se faire. L'autorité de santé, l'INCa, n'ont pas voulu suivre parce qu'ils ont dit que c'est une population américaine. Et puis les critères qu'on avait pris pour considérer que le scanner était positif étaient trop lâches, et donc il y avait beaucoup de faux positifs dans les diagnostics après scanner. Mais il y a une étude récemment qui a été rapportée il y a 1 mois, et une étude hollandaise avec un public donc européen, et avec une technique beaucoup plus stricte de positivité du scanner, ce qui fait que là, on a un bénéfice de nouveau, on réduit de façon majeure le risque de cancer du poumon. Alors avant que Gilles Freyer ne se déchaîne, parce que je sais que c'est un de ses sujets favoris sur le poids de l'administration dans les décisions de santé, il faut dire clairement que c'est la HAS qui bloque là. C'est la HAS, mais il suffit de 6 centimes de plus par paquet de cigarettes pour payer un scanner annuel aux fumeurs. Je suis d'accord, mais
C'est pas la sécheresse qui va décider ça. Oui, mais non, mais ils là, ont il faut une autorisation. Disons clairement les choses. L'étude américaine, elle est passée à côté de la France, quoi. Totalement. Ouais. Mais on espère qu'avec l'étude Nelson, l'étude entre les Hollandais et les Belges, on arrivera à Je suis passer. sûr que le tabac, ça va vous évoquer quelque chose, non? Oui, alors avant le tabac, je poserais bien une question sur la biopsie liquide. La biopsie liquide, est-ce que ça va révolutionner le suivi clinique, le diagnostic? On en est où? Il y a énormément de publications sur ce sujet. Non, c'est le terme biopsie liquide en fait, parce que il est à la fois intéressant. C'est ce qu'on dit aux médecins. Oui, il est à la fois intéressant et faux. Pourquoi d'ailleurs, biopsie liquide, ça vient de l'oncologie thoracique. Parce qu'en fait, la difficulté des oncopneumologues, c'est d'aller faire des fibroscopies à répétition ou des ponctions à travers la paroi thoracique pour aller prendre des morceaux de tumeur et faire des analyses biologiques. Et là, on a des marqueurs qui et, voilà. Et donc, on dit, voilà, c'est la biopsie liquide, ça veut dire sous-entendu, on ne fera plus ces examens invasifs. Mais en réalité, pour l'instant, les techniques disponibles dans le sang circulant, ADN circulant, etc., sont des techniques qui sont très intéressantes, mais qui pour le moment ne couvrent pas absolument tous les besoins et tout ce qui est faisable sur de la biopsie de tissu. Donc en ce sens, et puis deuxièmement, une biopsie en réalité c'est l'architecture du tissu qu'on va regarder au microscope. Ça c'est absolument perdu dans le sang, c'est de l'ADN circulant. Donc ça n'est pas une biopsie. Mais c'est en effet alors un progrès très considérable, notamment lorsqu'on est à la recherche de mutations, parce que la difficulté de nos traitements, c'est que les cellules acquièrent, par des mécanismes darwiniens de sélection, en fait, des mutations qui vont leur permettre de résister au traitement. Et il est vrai qu'on ne va pas faire des biopsies à répétition pour voir quelles sont les mutations qui sont arrivées, donc on les fait sur l'ADN circulant. Donc prédictif, et surtout prédictif de la réponse à un autre traitement. C'est-à-dire que maintenant, il y a des traitements qui ciblent les mutations qui apparaissent. Ça, c'est tout à fait facile. Oui, mais je vois bien où vous voulez vous emmener, Nicolas. Ce n'était pas totalement sur le suivi. C'est le dépistage. Dépistage, parce qu'on est en train de parler de dépistage. Le dépistage, on ne peut pas faire des biopsies liquides, parce que de trouver un ADN pas encore ou je ne pense pas qu'on puisse. Vous mangez une tomate, vous aurez de l'ADN de tomate au bout de quelques heures dans le sang. Oui. Donc, enfin, c'est pas grave. Si on vous trouve un ADN tumoral, on n'est pas capable de dépister, il faut qu'il y ait une mutation déjà, pour qu'on puisse le différencier. Donc la prise de sang diagnostique, certains sont quand même ça pourrait être couplé avec un scanner. Vous avez un scanner, on vous trouve un nodule. Oui. Mais en règle générale, en cancérologie, les cancérologues disent à l'horizon 5 ans, on aura des choses intéressantes. C'est probablement trop précoce pour qu'on puisse être péremptoire aujourd'hui. Parce que la difficulté, c'est de trouver éventuellement un peu d'ADN circulant tumoral et d'être sûr qu'une tumeur va se développer. Vous imaginez parce que nous sommes des machines à fabriquer des mutations, plusieurs dizaines de milliers par jour dans notre ADN, qui sont réparés par toutes sortes de systèmes enzymatiques. Et heureusement, beaucoup d'entre elles n'évoluent pas vers un cancer, si vous voulez. Donc attention, peut-être pour le moment, à ne pas faire croire au grand public que demain matin, avec une petite prise de sang, on aura le cancer et son type. Bon, vous fermez ce chapitre prévention avec une question sur le tabac. Oui, parce que la prévention du tabagisme fait gagner énormément d'espérance de vie quand elle est bien faite. Pourquoi consacrer si peu de moyens à cette prévention alors qu'elle est parfois équivalente à beaucoup d'années de recherche sur des... Oui et non, c'est-à-dire que quand on voit le tabac, même les pays qui sont très avancés sur la lutte contre le tabac n'arrivent pas à descendre en dessous de 20% de fumeurs. Donc il y a un taux auquel on aura du mal à baisser. Et deuxièmement, si on prend le cancer du non-fumeur qui est en nette augmentation, c'est le 9e cancer par fréquence. Et dans le monde, 30% des cancers du poumon ne sont pas liés au tabagisme. Quand on dit non-fumeur, c'est moins de 100 cigarettes dans sa vie. Et le tabagisme passif n'intervient pas, parce que le cancer du non-fumeur, qu'on ait vécu avec un fumeur ou pas, c'est les mêmes types de tumeurs. Ça, c'est maintenant, c'est sûr. Il n'y a plus de polémique là-dessus. Enfin, le tabagisme passif est dangereux, mais c'est compliqué à déterminer si vous l'avez fait au travail. Si vous êtes un barman vous avez travaillé pendant très longtemps dans une boîte de nuit ou dans un restaurant, vous avez une cirrhose. ou la cirrhose, ou alors si tout le monde fumait. Et maintenant, heureusement, c'est arrêté. Donc, les non-fumeurs, c'est 30% des cancers bronchiques actuellement dans le monde. Gilles Frayère, je vous ai vu réagir. En réalité, c'était pour revenir sur deux petits éléments qui concernent la prévention et le dépistage, mais hors oncologie thoracique. Je pense au dépistage du cancer du sein. Non seulement son efficacité, bien que relativement modeste, mais est démontrée par différentes études, par des campagnes de prévention qui ont été conduites à l'échelon international, et surtout est validée dans la pratique clinique. Moi qui voyage un petit peu, dans certains pays où il n'y a pas de dépistage et où on voit arriver, hélas, des femmes avec d'énormes tumeurs, des formes d'emblée métastatiques, et où nos collègues disent, nous, ce n'est pas les petites tumeurs notre problème, c'est qu'on voit arriver des femmes avec des tumeurs qui ont énormément évolué, et nous qui opérons de plus en plus de femmes avec de petites tumeurs qui vont guérir, l'efficacité du dépistage, elle est évidente dans la pratique, et elle est reconnue par les oncologues. Et quand je vois
un certain nombre de gens se positionner, notamment sur certains sites internet, etc., en vous expliquant que ça ne sert à rien et que même, d'ailleurs, ça pourrait donner le cancer à cause des petites irradiations des mammographies, je pense qu'il y a de quoi être assez consterné parfois. Ce d'autant que quand on a de l'influence sur les prescripteurs, qui peuvent être par exemple les médecins généralistes, en leur disant n'en faites pas parce que ça ne sert à rien, eh bien le meilleur moyen de planter une campagne de dépistage, c'est de diminuer l'adhérence. Premier point. Deuxième point, prévention. Je pense à la vaccination anti-HPV pour les cancers du col. Le cancer du col est une maladie dramatique. Lorsqu'elle est évolutive, c'est une des pires survies qu'on peut avoir dans les maladies cancéreuses. Voilà un vaccin qui est efficace, qui est sans danger évident, dont l'efficacité est aujourd'hui claire sur le lien avec l'invasion virale et l'invasion virale avec le cancer, et qui est encore cet obscurantisme qui règne autour de ces campagnes de vaccination, du moins cette incitation à la vaccination. Je pense que nous, médecins qui luttons contre le cancer tous les jours, nous avons de quoi quand même être réellement tristes. Il y a 2 fois moins de jeunes filles vaccinées en France qu'en Allemagne. Ce qui est formidable avec des invités comme vous, c'est qu'on part très vite à faire 3 émissions dans la même. Mais c'était bien de faire ce... Mais alors on va rester sur le cancer, maladie chronique, incontestablement une maladie chronique. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait. Comment vous l'annoncez à vos patients ? Par exemple, le cancer du sein. Quand une femme a un cancer du sein, c'est une histoire qui est partie pour combien d'années ? Alors si c'est un cancer du sein au stade local, une espérance de guérison très élevée. Aujourd'hui, plus de 85% des cancers du sein au stade local guérissent. Donc moi, je parle de guérison, clairement. Alors, la guérison, c'est compliqué à définir parce que quand on sait qu'il peut y avoir des rechutes 20 ans après, c'est pas simple. La chronicité, c'est lorsque la maladie devient avancée, incurable. On sait qu'on va pouvoir la mettre en rémission, c'est-à-dire l'empêcher d'évoluer, la faire régresser, parfois même la faire disparaître des examens, mais on sait que tôt ou tard, elle va un petit peu réévoluer. Ce concept de chronicité, il est dans la tête des cancérologues, mais il n'est pas dans la tête des patients. C'est-à-dire qu'en fait, un patient ne peut pas, pour l'instant, dans l'état actuel de la société, ne peut pas tolérer l'idée d'avoir un cancer qui va rester dans son organisme et l'accompagner, hélas, jusqu'à son décès au bout d'un certain nombre d'années, le plus tard possible. Ça, c'est une idée qui n'est pas tolérable. Et quelque part, c'est difficile de... Moi, je ne parle jamais vraiment de chronicité. Je dis, bon, la maladie est installée. Vous pouvez remarquer qu'on n'a jamais réussi à la faire partir complètement. Donc, on ne va pas y arriver forcément en 3 mois. Il faut se laisser le temps. Mais en même temps, je laisse toujours une porte ouverte en disant, vous savez, j'ai incontestablement dans mon expérience des gens comme vous, pour qui la maladie, un jour, s'est complètement arrêtée d'évoluer, et avec 10, 15, 20 ans de recul, qui vont très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas infliger à un patient l'idée de la chronicité en lui disant, bon, bah, à partir de maintenant, c'est réglé, on se verra indéfiniment. Vous dites, on ne veut pas infliger cette notion-là. Je regardais le regard envieux de Pierre Jansuski qui dit qu'il aimerait bien pouvoir parler de chronicité assez... Mais on parle aussi de chronicité. Mais vous allez commencer à en parler vraiment, parce que... Non, ça a commencé depuis 4 à 5 ans qu'on faisait de la chimiothérapie de maintenance. Les patients qui étaient répondeurs à la chimiothérapie, on continuait la chimiothérapie. Ça fait 4 ans, 5 ans que les patients, il y en a qui sont de réité toutes les 3 semaines et 4 semaines des perfusions. Et donc, moi, j'utilise tout à fait l'analogie avec le diabète, en disant, vous avez un diabète, comme il est grave, et il va bien, puis par moment, malheureusement, il décompense, il y a des complications, il faut refaire des examens, et il faut modifier le traitement. Vous faites l'analogie avec le diabète, parce que moi, c'est celle que je fais toujours quand on... C'est ce que j'utilise en permanence. Moi, je suis un peu plus réservé, pardon. Parce qu'en fait, c'est lié à l'imaginaire du cancer. Un de nos anciens maîtres, Lucien Israël, je crois, disait, quand on dit à quelqu'un « vous avez un cancer », on lui dit « vous avez une maladie mortelle ». Et donc, pourtant, le diabète, ça peut être très grave. Mais à mon avis, c'est très grave. Pose plus de problèmes que certains cancers, probablement. Ouais. Mais on peut vivre avec l'idée d'avoir un diabète, et on peut beaucoup plus difficilement vivre avec l'idée d'avoir un cancer chronique. C'est ça, justement, qu'on vous demande de changer. C'est l'image que vous... Voilà, vous faites un constat, mais ce qu'on vous demande, nous, c'est que vous changiez cette image auprès de vos patients. Nous y travaillons tous les jours, mais c'est difficile. Et comment les médecins traitants, les médecins généralistes peuvent aider les patients à leur expliquer le suivi aussi d'une maladie chronique, parce que c'est des histoires qui sont émaillées... Surtout de cancer, hein. Qui sont émaillées d'un suivi parfois un peu difficile, spécifique. Vous nous disiez en préparant l'émission qu'il y a une de vos patientes qui ne voulait pas aller voir son médecin généraliste parce qu'il n'examinait pas les seins. Donc voilà, parce que... On va se faire des ennemis, Jean-Paul. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire simplement que quand on pose la question aux médecins qui nous écoutent, ils disent, les cancérologues, surtout alors ceux que vous avez dans vos plateaux, ils sont intouchables. Ça, c'est pas vrai. Mais oui, non, mais de Pierre-Jean et de moi, alors là, pour le coup, vraiment, même nos portables sont à la portée de tous. Non, simplement, je trouve, et je suis triste de ça aussi, il y a aujourd'hui une sorte de barrière, une incommunicabilité, une difficulté qui tient à plein de facteurs à communiquer entre nous. Et puis je crois à l'évolution de la médecine générale qui subit de telles contraintes, de telles difficultés, alors qu'il faut beaucoup de temps
pour s'intéresser à un patient atteint de cancer, pour se former à toutes ces nouvelles thérapeutiques, je pense, qui font un peu peur à nos collègues, qui disent au fond, ces malades, ils prennent des médicaments très compliqués, est-ce que moi, médecin traitant, je peux leur donner un antibiotique, etc. Et souvent, ils sont très démunis. Et cet interlocuteur nous manque, et j'ai l'impression que nous manquons à ces interlocuteurs. Et ça, c'est effectivement très difficile. Et d'autant plus qu'on dit aujourd'hui que la consultation du médecin traitant à 23 ou 24 €, c'est 10 minutes parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux, etc. En 10 minutes, vous ne pouvez même pas faire le suivi correct d'une patiente guérie d'un cancer du sein, tout simplement parce que c'est pratiquement le temps que prend l'examen clinique, si vous voulez. Alors on est dans un système un petit peu ahurissant, quoi. Un système qui est, enfin je pense qu'on en est tous d'accord, qui serait intégralement à repenser. Est-ce que, oui, parce que, bon, un cancer du sein, on l'a compris, cancer du poumon, le suivi dans la chronicité, ça va être quoi? C'est-à-dire que les patients, comme ils sont revus, on n'arrête jamais les traitements actuellement, enfin pour les maladies chroniques et puis donc les maladies disséminées, diffuses. Donc les malades sont revus toutes les 3-4 semaines et dès qu'ils ont un problème, on devient de plus en plus ces médecins généralistes, quoi. Ouais. Ce qui est dommage. Vous attachez une vision très particulière à l'équipe pluridisciplinaire, en fait. Voilà, demain, comment faire pour que les équipes pluridisciplinaires, avec les médecins traitants bien sûr dedans, puissent prendre en charge ces patients avec une égalité dans les territoires, parce qu'on a déjà vu les inégalités d'accès aux traitements innovants, après les inégalités de prise en charge pluridisciplinaire. Qu'est-ce qu'il faudrait dans le système idéal? Qu'est-ce que vous demandez, vous, en tant qu'oncologue et spécialiste du sujet? Clairement, enfin, dans ma spécialité pneumologique, il y a clairement un manque de pneumologues. Et donc, il y a des départements entiers où il n'y a plus de pneumologues. Donc, les patients sont obligés de faire 100 à 150 km pour avoir une endoscopie bronchique. Il ne peut plus avoir de traitement à côté de chez eux. Donc, c'est un problème de santé publique. Il y a des pertes de chance encore en France totalement. Perte de chance même régionale. C'est-à-dire que, par exemple, on voit la vivacité. D'ailleurs, on voulait rendre hommage à Lyon. Avec vous deux, on voit que ça bouge. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se disent, tiens, dans telle région de France, on n'y va pas avoir un cancer? Et il y a des régions où on est loin de là où on se fait soigner, parce que quand il n'y a plus de pneumologues dans le privé, ou quand il n'y a plus de cancérologues dans le privé, il n'y en a aussi pas beaucoup dans les hôpitaux généraux. Et un hôpital général où il n'y a pas beaucoup de médecins, il est de plus en plus en difficulté, parce qu'il n'arrivera pas à recruter de nouveaux médecins. Il y a un débat hôpital-privé dans la prise en charge du cancer? Pas tellement, non, pas tellement. Et je pense que finalement, les cancérologues sont en général assez soudés dans la manière dont ils voient finalement l'évolution de la discipline. Moi, je pense que il faut avoir une vision territoriale, assez d'accord. Et on commence à avoir un peu cette vision, c'est-à-dire que structurer des équipes suffisamment denses dans les gros centres pour pouvoir aider nos collègues qui sont plus en difficulté, on va dire démographique, notamment dans les centres hospitaliers généraux, je pense que c'est une préoccupation au travers des groupements hospitaliers de territoire, etc., qui se met en place. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel. Le deuxième point, j'y reviens, c'est la question de l'articulation avec la médecine générale. Et là, sincèrement, je ne vois pas pour le moment. Je pense que c'est un système qui doit être repensé. Ce qu'on appelle le virage ambulatoire, rappeler à nos décideurs qu'en cancérologie, il y a un virage ambulatoire, mais qu'il y a une longue ligne droite hospitalière et que la misère, la douleur, l'urgence, les complications, l'isolement, etc., c'est dans nos hôpitaux que ça se passe. Et ça ne se mettra pas à la maison. Il faut continuer à laisser des lits d'hospitalisation ouverts pour accueillir ces gens qui souffrent. Ça, c'est extrêmement important. Et dernier point, Jean-François, pardon, sur lequel je voudrais insister, c'est que ce que montre notre cancérologie qui évolue, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à toujours tout faire partout. Oui, mais alors justement, c'est un peu paradoxal. Parce que je suis médecin, je vous regarde. Je viens d'apprendre par le professeur Freyer qu'en fin de compte, la femme que je suis qui a un cancer du sein, en fin de compte, c'est pas pour moi, je ne vais plus la revoir, elle va aller, je ne sais pas où d'ailleurs, parce que vous êtes capable de suivre toutes les femmes. Non, l'idée, c'est pas celle-là. Vous venez de dire que le médecin généraliste, il n'a pas le temps. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Ah, c'est ce que vous avez dit, non? Non. Ce que je veux dire, je parle de là, lorsque je dis on ne peut pas toujours tout faire partout, je parle. Vous dire 10 minutes, il ne peut pas examiner. Alors, pardon, ça c'est un autre aspect, c'est le lien avec les médecines générales que j'ai abordé. C'est ça, justement, c'est ça. Mais c'est les médecins généralistes qui nous regardent, ils se disent, bon, je fais quoi maintenant? Moi je pense qu'il faut, je fais partie de tous ceux, je pense que beaucoup de collègues généralistes sont d'accord avec l'idée qu'il y a une revalorisation complète de leur profession qui est à opérer autour d'un nombre de consultations réduit et mieux valorisé. Enfin bon, je ne suis pas assez compétent pour refaire l'histoire des médecines générales, mais je parle de la cancérologie. Je pense qu'en cancérologie, il faut probablement individualiser 2 niveaux de prise en charge. Un niveau où la biologie moléculaire, l'immunothérapie de pointe, les essais cliniques, etc. vont être nécessaires et sont le quotidien. Et puis un niveau moins spécialisé,
qui a besoin de moins de ressources, et qu'il faudra probablement bien dissocier ces niveaux-là, quitte à opérer des, allez, entre guillemets, discriminations, mais qui ne sont pas négatives, qui sont positives, pour dire qu'il y a des niveaux de prise en charge différents pour des patients différents et pour des spécialistes en cancérologie différents. Et ça, ce n'est pas le paradigme français actuel. On a un peu tendance à dire tout le monde fait tout partout. On a mis ça en place pour la chirurgie ou pour les accouchements, où pour pouvoir faire une chirurgie thoracique, il faut au moins avoir 30 actes dans l'établissement. Mais malheureusement, ce n'est pas appliqué. Il continue à avoir des endroits où il y a plusieurs chirurgiens qui se disent thoraciques et qui continuent à opérer une dizaine de patients. Et on sait que c'est délétère pour les patients. Et la mise en place des réseaux oncologiques dans les années 90, justement, pour éviter la perte de chance, ça a été un échec, ou ça n'existe plus, ou c'est plus efficace? Enfin, je suis aussi responsable de partie des réseaux. Les réseaux, c'est très bien, c'est une bonne idée, on se parle, mais après, comment empêcher quelqu'un de vouloir faire ce qu'il veut dans son coin, indépendamment de tout? C'est à l'ARS, mais l'ARS n'a pas de pouvoir. Alors, on va terminer les petits quarts d'heure qui nous restent ensemble à consacrer à la double peine, ce que je vais appeler la double peine. Oui. Je dirais même la triple peine en cancérologie thoracique, parce qu'en plus, comme il y en a la majorité qui ont fumé, en plus c'est l'auto-accusation de la personne qui est totalement différent d'un cancer du sein ou de la malchance. Alors déjà, on va là, ce que j'appelle la double peine. Alors il y a un sujet qui passionne le professeur Freyer et sur lequel il est excellent, c'est que la double peine, ça commence à avoir le médicament qui va me sauver la vie. Et là, la France a complètement décroché. Je sais que vous avez publié une tribune dans Le Monde qui a fait beaucoup de bruit. Là, on n'a pas le temps de faire, comme on a fait plein de fois des émissions, mais dites-nous en 2-3 minutes ce qui vraiment blesse là. Il y a 10-15 ans, nous étions très régulièrement dans le top 3 des pays mondiaux à mettre à disposition de nos malades les produits les plus innovants qui venaient de démontrer leur efficacité. Je cite toujours l'exemple de l'Herceptine en situation adjuvante dans le cancer du sein, 50% de diminution du risque de récidive. La France l'a quasiment mis à disposition tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes pour les délais avant disponibilité des médicaments pour nos patients dans la deuxième partie du peloton européen. Nous sommes derrière les Allemands, derrière les Espagnols, les Italiens, etc. Nous avons aussi malheureusement une restriction très importante en termes d'accès tout court. Ici, dans ce congrès, nous avons acté un certain nombre de progrès, et dans les congrès précédents, incontestables pour les patients. Et même à ce jour, en France, l'assuré social français n'a pas accès à un certain nombre d'indications, de molécules, qui améliorent soit les taux de guérison, soit la survie, etc. C'est criant d'ailleurs dans le cancer du poumon, parce que là, vous allez être face à un problème, parce que les médicaments dont vous nous parlez ne vont pas être d'accès facile. Par exemple, l'association immunothérapie-chimiothérapie qui a démontré son efficacité en première ligne des cancers du poumon non à petites cellules, en théorie, on ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas d'AMM. Et on a de plus en plus de cancers du poumon avec des altérations moléculaires qui ne sont pas très fréquentes, 1%, 2%. Et il y a des médicaments, mais soit ils n'ont pas d'AMM, soit ils ont l'AMM, mais ils ne sont pas remboursés. Parce que les études qui ont démontré leur efficacité ne sont pas assez bien ficelées pour l'agence du médicament et puis pour l'autorité de santé, parce qu'il faudrait inclure des centaines et des centaines de patients, alors que c'est des maladies rares. Et donc, on a maintenant 5 à 10% des cancers du poumon qui ne peuvent pas être traités avec les molécules qu'il faudrait. C'est courte ligne, cette histoire. En fin de compte, c'est uniquement un problème administratif. Oui, enfin ou alors ils sont trop chers, ces médicaments. Ouais, alors c'est le débat sur le prix des médicaments. Ouais. En dessous de la tribune dont vous parlez, il y avait une seconde tribune qui était co-signée par le professeur Grimaldi et par M. Vernant, qui disait les médicaments anticancéreux sont trop chers, c'est un scandale, c'est la faute au Big Pharma, etc. Bien entendu que les médicaments anticancéreux sont chers, on ne va pas refaire le débat, il y a des développements qui coûtent extrêmement cher, etc. Mais à partir de là, on a deux visions. On peut avoir une vision utopiste, qui est de dire on va faire la révolution mondiale et changer l'industrie pharmaceutique, changer les systèmes capitalistes, et demain, ça sera magnifique. Ok, moi je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup d'énergie à consacrer à ça. Et puis on peut avoir une vision pragmatique qui est de dire les amis, on fait avec ce qu'on a, et on essaye de voir si c'est finançable ou pas. Et notre point de vue, celui de la tribune, c'est que c'est finançable, parce que ce n'est pas un effort financier très considérable. Ce n'est pas très cher en fait. Ce n'est pas très cher, c'est 2% des dépenses de l'assurance maladie. Le cancer. Hein. C'est moins, non, les médicaments anti-cancer, 2%, c'est moins cher que les transports de patients dans toute la médecine, si vous voulez. Je suis fâché avec tous les ambulanciers. Et c'est juste une question de volonté politique. Est-ce qu'on rembourse, est-ce qu'on continue à rembourser des consultations pour certificats médicaux, pour d'autres
de sortes de gaspillage quand même qui émaillent notre système de santé? Ou est-ce qu'on finance la cancérologie, l'innovation, l'excellence pour nos patients? C'est un débat public. Bon, la réponse n'est pas facile à avoir, mais enfin, je sais que vous êtes nombreux quand même. C'est la conversation la plus récurrente dans ce congrès, hein, le problème entre cancérologues de différents pays. Alors, on parle de cette double peine. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui a un cancer ne puisse pas faire un prêt, quelqu'un qui a un cancer ne soit pénalisé au travail? Comment on peut lutter contre ça? C'est particulièrement vrai pour le cancer du poumon parce que jusqu'à présent, on n'avait pas d'association de patients. On est très favorable à ce qu'a fait par exemple les associations Aide pour le sida, où ils ont réussi, alors des fois un petit peu avec des actions des fois un peu violentes, à obtenir beaucoup de choses et obtenir le fait qu'il n'y ait pas de surprime quand on est porteur du virus VIH. Quand on a un cancer, même quand on est guéri, vous êtes chauffeur de taxi, vous n'aurez pas de prêt pour votre voiture pendant 5 ans. Et même si il a toutes les chances d'être guéri parce que c'était un tout petit cancer. Qu'est-ce qui manque, les associations de patients qui sont les associations de patients qu'on est en train de créer, parce que maintenant qu'on a des patients qui vont mieux, qui vivent et qui guérissent, on a maintenant des associations de patients et c'est que par les associations de patients qu'on arrivera, j'espère, à faire bouger les choses. Vous faites bouger la médecine du travail aussi? La médecine du travail, ça pose peu. Ça pose pas de problème en entreprise, des gens qui ont le cancer? Nous, on a des patients qui, sous immunothérapie, veulent continuer à travailler. Donc, j'ai un de mes collègues qui m'a parlé de chauffeur d'un homme politique, le médecin du travail. Alors, parce qu'il a un cancer, même s'il est en rémission complète, ils l'ont mis inapte au travail. Parce qu'il transporte une personne un peu sensible, il véhicule une personne un peu sensible, et il a un cancer sans métastase cérébrale, il est en rémission complète, mais le médecin du travail n'a pas voulu prendre le risque. Et donc, il est mis inapte. Et sur les thérapeutiques non médicamenteuses, comme l'activité physique adaptée, on voit des papiers qui sortent sur les bienfaits de ce type. On en est où? Est-ce que vous portez un espoir significatif? Et qu'est-ce que vous verriez comme progrès en France sur le sujet? Alors, l'activité physique adaptée, c'est une recommandation de santé générale. Il est évident qu'une activité physique adaptée aux possibilités physiques de la personne est bénéfique dans tous les domaines de la santé, c'est évident. Il y a beaucoup de données qui semblent suggérer qu'il y aurait un effet anticancéreux, il y a un rationnel biologique, etc. Méfiance quand même. Préventif, là? Non, préventif de la rechute, par exemple. Préventif de la rechute, d'accord. Parce que, simplement, beaucoup de ces études, comme on dit, sont biaisées parce que les personnes qui, précisément, font de l'activité physique et qu'on compare à celles qui n'en font pas, c'est aussi celles qui sont en meilleure forme. Donc aujourd'hui, on manque quand même de données comparatives prospectives, activité physique versus pas, parce que c'est extrêmement difficile à monter. Bon, néanmoins, moi j'ai intégré à ma pratique quotidienne des recommandations, notamment pour les patientes en surveillance d'un cancer gynécologique ou du sein, ou des patients que j'ai en urologie, etc., en disant il est assez souhaitable de faire ceci, cela, mais en même temps, j'ai un de mes collègues qui s'intéresse beaucoup à ces questions et qui est un professeur de thérapeutique qui me dit « D'accord, mais les gens à qui tu dis « faut faire de l'activité physique » et qui n'aiment pas ça, de toute façon, ils n'en feront pas. » Donc, toute la difficulté, c'est l'incitation. Et pour le coup, il y a des programmes dans l'institution qu'est la nôtre avec Pierre-Jean. Il y a même un service qui s'occupe d'activités, entre autres d'activités physiques adaptées. Dans l'unité de cancérologie? Alors, pas dans l'unité, juste à côté, à quelques centaines de mètres. Il y a un service complet qui est dédié à la réhabilitation, à la pressothérapie des lymphédèmes, à l'activité physique adaptée et à ce qu'on appelle la désadaptation à l'effort, parce que des patients qui ont été traités, qui se sont beaucoup reposés, sont extrêmement fatigués parce que la masse musculaire fonde et quand ils reprennent des efforts, ils n'y arrivent plus. Eh bien, c'est cette fatigue-là qu'il faut traiter non pas par le repos, mais par l'activité. Il faut lancer de grandes études là, sur des sujets comme ça, parce que là, il n'y a pas d'argent pour faire ces études-là. Mais est-ce que c'est logique de faire des études ou est-ce que ça fait quand même partie de la vie? Vous avez toujours besoin d'études. C'est la qualité de vie. Je suis d'accord, mais si socialement on veut le prendre en charge. Voilà, déjà. Pourquoi on ne prendrait pas en charge l'activité physique? Tête de boutade, je dis, on s'achète un labrador et on s'oblige à le sortir tous les jours. Oui. C'est ce que je dis à mes insuffisants respiratoires. Certains disent que pour l'adaptation, justement, il faut aller plus loin dans la codification. Par rapport à des effets indésirables qui donnent des neuropathies de proprioceptives, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, je ne suis pas forcément très favorable à l'extension indéfinie du domaine de la prise en charge, si vous voulez, parce que nous essayons d'être un peu défenseurs de l'accès à l'innovation, en dépit de toutes les critiques sur la collusion avec l'industrie, etc. À un moment donné, je pense que il y a aussi une responsabilisation individuelle qui est importante. Il faut faire de l'information, il faut que nous soyons très réactifs en consultation. Peut-être pas que la puissance publique se saisit systématiquement de tous les sujets, un peu dans le sens de... Qui est-ce qui est responsable
responsable de mettre le malade du cancer dans un cocon? C'est son entourage lui-même, vous les médecins enfin nous les médecins, je ne vais pas m'exclure de cela, qui donnons une image un peu différente du cancer. On n'est pas un peu responsable de ça? Je pense que c'est un tel traumatisme quand on a un cancer que les personnes sont sidérées. Oui, mais Donc, qu'on se... il n'y a pas que le cancer qui est un traumatisme dans mais les après, annonces. C'est ça que je veux dire. Oui, mais Pourtant, il y a le cancer et les autres maladies. Et c'est ça. Peut-être que vous pourriez me répondre, ce sont aux médias de changer cette image-là, mais c'est peut-être aussi aux médecins d'en parler différemment. Enfin, moi, je suis pneumologue. Quand vous annoncez à quelqu'un qui a 80 ans qu'il a une tuberculose, c'est encore pire que de lui annoncer qu'il a un cancer. Oui, bien sûr. Et un insuffisant respiratoire Une BPCO, une BPCO qu'on met sous oxygène, il se dit ma vie est finie, je ne pourrai plus sortir de chez moi. Il a peur de partir de chez lui, de sortir de chez lui avec son appareil oxygène parce que c'est la vision des autres. Et c'est extrêmement dur. Donc, oui, mais là, il y a une vraie raison, j'allais dire. Mais oui, mais le cancer, c'est bien pareil. Le cancer, vous n'avez pas. Oui, mais c'est la on perte terminera par financière ça sur ce qu'il faut dire, mais on va terminer par un dernier point sur alors qui est tabou partout, qui est la sexualité. Vous dites quoi, vous alors surtout vous, cancer du sein, vous dites quoi aux femmes? Vous l'abordez, vous? Très mal. En toute honnêteté. Ah ouais. Pourquoi? Parce que y a une hiérarchie des priorités, c'est-à-dire qu'il y a effectivement qu'est-ce qu'on va faire, des femmes qui ont été traumatisées par l'annonce, opérées, on va les mettre sous traitement, les effets secondaires des traitements, enfin bref, si vous voulez, il y a tellement d'informations à donner, Et tellement... vous réfléchissez avant elles, c'est-à-dire que vous avez décidé que, puisqu'il y a tout ça, on ne va pas leur parler de sexe. Non. Simplement, c'est quelque chose qui est difficile à amener. Parce qu'on a toujours le sentiment, si vous voulez, de faire un petit peu intrusion dans la vie des gens. Dire au fond, parfois ça peut avoir aussi un côté un tout petit peu indécent. C'est-à-dire vous avez vous-même été responsable, par exemple, d'une hormonothérapie dont on sait qu'elle va abaisser la libido. Nous sommes responsables quelque part de ces agressions thérapeutiques, entre guillemets, pour le bien des malades, mais qui au fond ont ses conséquences. Donc il est un peu difficile d'arriver derrière en disant, bon, après tout ça, au fait, alors, la sexualité, etc. C'est le côté tabou, parce que l'intrusion dans la vie privée, vous faites des intrusions sur plein d'autres sujets. Vous avez raison. Celui-là, je vous sens gêné de ce sujet-là. On va aller chez un spécialiste du poumon, peut-être qu'il se sent moins gêné, mais je ne suis pas persuadé, non? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le problème de la fertilité. Donc nous, quand on a des patients jeunes, il faut faire la conservation du sperme. C'est vrai que et donc ça, c'est pas. Donc vous pouvez l'aborder sous cet angle-là. Donc on l'aborde nous. Alors évidemment, on fait une espèce on demande aux patients s'ils ont des enfants, s'ils en veulent encore, etc. Parce que quand on leur met de la chimiothérapie chez les hommes ou chez les femmes, on a un risque d'hypofertilité. Et après, sur le plan effectivement de la sexualité, sur la partie qui n'est pas de la fertilité. Là, on n'est pas très bon. Alors, on a des consultations d'onco-sexualité. C'est pas brutal de passer du sexologue, parce que qui eux en parlent assez crûment, non? Non, alors... on a des infirmières de coordination qui aident pour ça. On a des gens qui travaillent dans le domaine de la psychomotricité, etc., qui aident. Pierre-Jean a dit très justement qu'il faut dissocier absolument le conseil en fertilité et en sexualité, c'est vraiment deux choses très différentes. La fertilité, ça, on y fait très attention. Parce que quand on guérit des femmes jeunes et elles ont besoin de faire des enfants, bon, ça, c'est... Ça, il faut en parler tout de suite pour pouvoir en faire des conservations rapidement. Absolument. Donc ça, c'est crucial. L'aspect sexualité, si vous voulez, à la fois, j'ai conscience de nos limites dans un domaine où peut-être il y a des arrière-pensées judéo-chrétiennes, tout ce qu'on veut, enfin peu importe. On n'est pas assez bon, on n'est pas assez performant, on n'a peut-être pas assez de temps, etc. Mais je me méfie aussi d'un certain côté normatif que j'ai parfois vu poindre dans certaines réunions. Je me souviens d'une réunion où j'étais invité, où il y avait là des personnes qui vous expliquaient très doctement quelle était la norme en nombre de rapports sexuels par semaine des malades atteints de cancer, que si on était en dessous, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. J'ai pris la parole et je suis vraiment passé, alors là pour le coup, pour un vieux réac. Ça m'étonne pour vous, vous avez plutôt... J'ai pris la parole, j'ai dit, écoutez... Je trouverais bien un sujet quand même. Les malades, ils sont quand même fatigués, c'est quand même une épreuve terrible pour eux dans leur vie, et là, on est en train de parler de normes, est-ce que c'est 2, c'est 3, c'est 4? Est-ce qu'à un moment donné, quand même si c'est 0, on ne peut pas leur foutre un peu la paix? Et je peux vous dire que c'est plutôt mal passé. Est-ce que vous ne dites pas que finalement, tout ce qui est qualité de vie, c'est peut-être pas forcément les médecins les mieux placés pour pouvoir discuter, que ce soit sur de l'activité physique adaptée, la sexualité ou d'autres aspects? La note de qualité de vie, on peut en discuter. Non, mais je crois que ce qui arrive, c'est que le patient, quand on lui annonce un cancer, le traitement, il pense
à essayer de voir s'il peut guérir, il a peur de la chimiothérapie, il a peur de la chirurgie, il a peur de la radiothérapie, et la qualité de vie arrive en second plan. Et c'est au bout de quelques mois qu'ils vont nous poser les questions, effectivement, sur la sexualité, sur la qualité de vie, etc. On passerait des heures à discuter avec vous, mais vous me tendez la main pour la conclusion. En sachant que d'ailleurs, j'ai une étude, j'aimerais savoir, est-ce qu'on divorce plus quand on a un cancer ou pas ? J'en sais rien. Mais justement, ça m'a traversé les fermes. J'ai vu les deux. C'est-à-dire, j'ai vu, alors très souvent, l'héroïsme familial. Oui, d'ailleurs, oui. pour nous, c'est une leçon d'humanité incroyable, des familles qui se soudent dans la douleur. Ressoudent parfois. Et puis alors, parfois, des gens qui sont abandonnés. Cette étude-là n'existe pas. Abandonnés par leur conjoint, parfois. Le conjoint s'en va. Parce que... Je compte sur vous pour la lancer. C'est une étude qui, médiatiquement, serait extrêmement intéressante et ferait beaucoup parler du cancer. Bon, on conclut. Un exercice. Vous êtes médecin généraliste. Quels sont les mots pour commenter le diagnostic de cancer qui vient de s'abattre sur la tête d'un de vos patients ? Alors, on va commencer par vous, Pierre-Jean Souquet. Qu'est-ce que vous dites ? C'est un peu particulier parce que le médecin, la majorité des patients qui ont un cancer du poumon ont l'impression d'avoir appris qu'ils ont un cancer du poumon après le scanner. Ouais. Le médecin généraliste a fait un scanner, le scanner n'est pas bon, le radiologue dit voilà, allez vite voir votre médecin, c'est pas bon, il y a probablement un cancer. Et donc le médecin généraliste voit le patient, il le voit systématiquement avec cette idée, c'est probablement un cancer, mais c'est pas sûr. Et il revient de chez vous, c'est sûr. Il dit quoi le généraliste ? il faut que le généraliste gère en disant il faut faire des examens rapidement, mais c'est pas certain parce que là il revient en disant c'est certain. Quel est le message d'espoir que peut donner un... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On va vous accompagner. Le but c'est d'accompagner vous, votre famille et de vous aider et d'être présent le plus possible. C'est pas forcément de l'espoir là, c'est de dire ça va. Non, mais surtout au début, on ne sait pas le pronostic. Alors, Gilles Frayère, vous. Moi, j'ai tendance à dire deux choses, parce qu'on dit un peu à nos étudiants. Numéro 1, je suis là, je vous lâche pas. Et je suis là, et j'ai toujours été là, et je serai toujours là. Numéro 2, on va faire un projet ensemble. Je n'ai pas la science infuse, je ne vais pas vous dire là tout ce qui va être fait dans les heures et les jours qui viennent, mais vous avez mes coordonnées, vous m'appelez quand vous voulez, et moi, je m'occupe de voir les gens qui vont nous aider à travailler sur votre histoire. Et l'accompagnement psychologique face au choc de l'annonce et des premiers jours de mise en place de tout ce projet. Vous le faites faire, hein, il faut assister par des professionnels. Comment font les médecins traitants aussi pour faire ça dans la durée ? Au départ, c'est très mal vu. Si vous annoncez un diagnostic de cancer, puis vous dites, bon, allez voir la psychologue ou suivant, c'est très très mal vu. C'est à nous qui avons fait ce diagnostic, de prendre en charge la partie psychologique des patients. Et c'est après, au bout d'un certain nombre d'heures ou de jours, si le patient demande à avoir un psychologue, il a besoin de soutien. Ça peut être des psychologues, ça peut être des personnes qui viennent visiter à l'hôpital, ça peut être des gens religieux, etc. Et donc, ce soutien arrive dans un second temps. Mais au départ, il ne faut pas faire appel à une troisième personne. Merci. Encore faut-il que les médecins soient formés pour le faire, parce que ce n'est pas forcément la partie la plus brillante de nos études de nous aider à faire cette formation-là. Une belle émission. Votre conclusion ? Écoutez, on est ravis, le convive, de pouvoir participer à la formation et à l'information des médecins. C'est important pour nous, les professionnels, les milliers de professionnels de santé dans ce pays et dans le Gonville. Merci. En tous les cas, cette émission, donc je vous remercie également, puisqu'il faut souligner qu'il n'y a aucune contrainte éditoriale de la part de votre groupe pour le choix des émissions. D'ailleurs, ça soit quoi la prochaine émission ? Les autres médecines. Voilà, les autres médecines. Ça va vous plaire et ça va faire parler. On en parle beaucoup des autres médecines. Vous regardez pas ça d'un air trop dédaigneux quand même ? Oh, il faudra en discuter pendant une émission complète, parce que c'est vraiment compliqué. Je vous sens. Mais dédaigneux jamais. Merci à vous trois. Merci à vous, Pierre-Jean Souquet, qui est moins habitué que Gilles Frayère, mais vous avez vu que le style d'émission est très particulier. Nous sommes en direct de l'ESMO à Munich. Cette émission est terminée. Le mois prochain, donc, vous avez vu un sujet un petit peu plus léger. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine d'ailleurs, c'est la Toussaint, mais dans 2 semaines. Nous serons dans notre studio parisien. En attendant, portez-vous bien.